Fondation maudite. Après un périple épuisant à travers le Grand Aride, les survivants durement éprouvés de l'aventure akshienne priaient pour la fin rapide de leurs tourments. Sous la houlette de la pontifex Zenestra, ils fondèrent la colonie de Garde-Braise, un lieu marqué dès le départ par la malchance. Cendremont, la sinistre montagne que les croisés d'Akshi avaient arrachée à l'étreinte des mages de la mort, adorateurs de Nagash, était loin d'être la destination idyllique qu'imaginaient les éophores. De fait, elle était éloignée des régions que le grand conclave avait identifiées comme étant idéales pour de nouvelles places fortes, et qui se trouvaient à plusieurs lieues à l'est. Mais le sabotage d'un aqualite avait menacé de limiter les réserves d'eau de la croisade, et l'acharnement de Zenestra avait fini par avoir raison des commandants de la croisade qui acceptèrent de modifier leur itinéraire. Cependant, cette décision ne reposait pas entièrement sur la force de persuasion de la pontifex. Les troupes des corps d'éclaireurs de la croisade étaient revenues de leur exploration des souterrains de Cendremont. Ce qu'ils découvrirent allait susciter une vague d'enthousiasme qui s'étendrait à toute l'expédition. Après avoir suivi une série de tunnels en lacets sous la basilique taillée dans le roc des siècles auparavant, ils se rendirent compte en effet que Cendremont avait depuis longtemps été entièrement creusé pour y tailler de vastes catacombes dont les murs étaient garnis de sarcophages frappés du symbole de la roue qui ornait la basilique en ruine. Plus étonnant encore était la présence de veines de métal chauffé à blanc, qui parcouraient la montagne telles des artères palpitantes. Des arcanéologistes de la croisade identifièrent cette substance comme étant de l'actracite pur, la pierre de royaume d'Akshi, un matériau rare et précieux très recherché par les armuriers sous de fer et les industriels de Amero-Laksha. Trouver de telles quantités de pierres de royaume serait une aubaine pour quiconque. Pour les croisés, à bout de force, c'était le signe que leurs innombrables sacrifices n'avaient pas été vains aux yeux du dieu roi. Les flagellants de la grande roue entamèrent leur lacération rituelle, et les ingénieurs arcaniques supervisèrent la descente des métallites et leur transformation en forteresses flottantes. Pendant ce temps, des équipes de mineurs dépossédés, sous l'égide du vénérable roi gardien Norfi Grimlint, s'enfoncèrent dans les entrailles de Cendremont pour étudier les gisements en compagnie de plusieurs mages de la collégiale qui étaient des experts sur le sujet. Les dépossédés n'étaient que trop ravis de s'éloigner des humains obsédés par la roue qu'ils considéraient, comme le roi Norfi l'avait résumé, aussi fous que des grottes ivres de bière de champignons. Plus il s'enfonçait profondément, et plus il faisait froid. Le givre s'étendait comme des toiles d'araignée sur les parois, et le souffle des mineurs se condensait. Même les robustes duardins grelottaient, et le froid leur faisait pousser des jurons abominables. Ils en trouvèrent bientôt la cause, quand ils pénétrèrent dans le cœur de Cendremont et se retrouvèrent dans une chambre mortuaire assez grande pour accueillir une cathédrale sigmarite. Une grande roue avait été taillée dans le sol rocheux, et en son centre se trouvait un gouffre aux ténèbres impénétrables d'où s'échappait une brume glaciale. Seuls les experts de la collégiale reconnurent le gouffre pour ce qu'il était, une porte de royaume. Et après le vent améthyste qui s'en échappait,
Elle était reliée à Chiche. Le roi Norfi envoya une de ses équipes en surface pour informer les dirigeants de la croisade de leur découverte, pendant que ses alliés de la collégiale utilisaient des arcanomètres et des bâtons de sourcier pour déterminer si, comme tant d'autres portes de royaume, elle avait été contaminée par l'énergie du chaos dans les siècles qui avaient précédé. Les mineurs entreprirent d'examiner les impressionnants gisements de Bresse-Pierre, s'exprimant avec tout l'enthousiasme que pouvait mobiliser le vénérable Barbe Grise. La température chuta encore. Un jeune géomancien de la collégiale qui s'était approché de la porte de royaume hurla, quand sa peau devint sèche et parcheminée avant qu'il soit balayé par les vents qui tourbillonnaient avec une férocité croissante. Les sourcils se froncèrent et les lèvres se couvrirent de givre. Les brise-fer jurèrent et levèrent leurs boucliers à l'unisson comme une plainte s'élevait autour d'eux, semblant provenir de toutes les alcôves de la grande salle. Le silence retomba soudainement, comme si le monde reprenait son souffle. Puis, une flamme d'un vert maladif jaillit des profondeurs de la porte du royaume. Les morts éthérés surgirent, parés de haillons et de chaînes cliquetantes, gémissant leur haine des vivants comme ils fondaient sur les éophores. De leurs dagues rouillées et de leurs griffes acérées, ils taillèrent leurs victimes en pièces. Leur armure spectrale traversait l'acier pour atteindre les âmes des dépossédés. Beaucoup furent balayés par la tempête spectrale, soulevés dans les airs et transpercés par des centaines de serres mortelles. Certains s'enfuirent, cédant à une terreur surnaturelle qui triompha sans mal du stoïcisme légendaire du peuple de Grunni. Bientôt, seuls les duardins les plus valeureux et les plus prodigieusement barbus tenaient encore bon, telle une île de Gromril dans un océan de spectres hurlants. Des horreurs au visage macabre les frappèrent de leurs membres terminés par des lames. Des spectres armés de torches projetèrent du feu émeraude jusqu'à ce que la salle s'emplisse d'une fumée âcre. Le roi Norfi jura et cracha à l'adresse des Hantenuis, mais même lui sentit la froide étreinte de la peur quand un cavalier encapuchonné chevauchant un destrier ailier cadavérique émergea des rangs des fantômes, le regard brûlant de dédain. Requenor, le sombre chantre, était arrivé. Il y avait été attiré par l'odeur de la magie de la mort et la présence d'un être qui avait tenté de priver le tout-puissant Nagash des âmes qui lui revenaient de droit, un serviteur de Laboré Sigmar qui plus est. Le roi gardien lâcha un flot d'insultes en Casalide et chargea Requenor. En pensant que sa destruction changerait le cours de la bataille. Le chef des dépossédés se fraya un chemin à travers les spectres qui se dressaient devant lui, parvint jusqu'au faucheur d'âmes et leva sa hache runique. Mais le coup ne porta jamais, car âpre fauche, la redoutable faux de Requenor s'abattit comme l'éclair pour décapiter son adversaire. La mort de leur suzerain fut de trop pour les courageux dépossédés. Fous de rage, ils marchèrent résolument à travers la tempête spectrale, levant leurs haches et prononçant de terribles serments de vengeance. Pas un ne survécut. Requenor invoqua des pyrospectres et leur ordonna d'imprégner les gisements de Bresse-Pierre de cendrements de magie de Chiche pour qu'ils brûlent d'un froid glacial. Quand le brasier atteindrait son apogée, Requenor déchaînerait contre tous les êtres vivants de la région pour éliminer toute trace du peuple de Sigmar et expédier leurs âmes embrasées dans les sous-mondes. Mais d'abord, il entendait détruire Zenestra, la fausse prophétesse.
Sa mort étoufferait les dernières braises de l'espoir et causerait la perte des humains restés en surface. Descente dans les profondeurs. En compagnie de soldats du corps d'éclaireurs, Toll et ses compagnons pénétrèrent dans les souterrains moites et fétides de Amerol Aksha. Là, dans les entrailles de la ville, des machines de vapeur et de fer sifflaient et cliquetaient parmi les ruines des civilisations perdues où se terrait un terrible mal. Armand Calice et Aniver Toll se seraient perdus dans les souterrains de Amerol sans la présence de leurs compagnons vêtus de noir. Ils avaient eu la sagesse de se laisser guider par les coureurs de cryptes, sitôt qu'ils étaient descendus sous Frésil tombant, s'arrêtant quand les soldats s'arrêtaient et ne se déplaçant que quand on leur disait. Parmi les compagnons de Toll, Lissa Revenia et maîtresse Verentia étaient celles qui s'en sortaient le mieux. La première, native de Chiiche, avait l'habitude d'explorer les cryptes, bien que ce fût souvent pour les piller, tandis que les chefs compagnons de Verentia, liés à son gantelet magique par des gemmes colorées qu'il portait autour du cou, lui indiquaient les passages les plus sûrs. Néanmoins, sans le flair des chiens courants des cœurs de crypte, même Revenia avait autant de chances de trouver la source de la malédiction du sang réel qu'un aveugle cherchant un grain de sable sépulcral dans le désert. Mais les bêtes trapues conduisirent leur maître à travers des fosses aux ordures, des lacs d'eau usée et des ponts branlants, poursuivant sans relâche l'arôme doux amer du sang souillé. Le seul éclairage venait des lanternes tendues à bout de bras et du lichen visqueux qui semblait recouvrir toutes les surfaces. Des sifflements et des courses précipitées résonnaient tout autour. Et même les bruits familiers avaient un écho inquiétant. Un sentiment de paranoïa gagna tous les membres de la compagnie, avec la désagréable sensation qu'ils étaient épiés. Plus d'une fois, Armand Calice braqua ses pistolets vers les ténèbres, certain d'avoir aperçu des yeux luisants dans l'obscurité. Rien ne se manifesta. Ils atteignirent enfin les galeries des Duardins, des artères de pierre et de métal qui charriaient carburant et eau potable d'un bout à l'autre de Amerol Aksha. Les ouvrages souterrains étaient généralement occupés par des centaines de tunneliers, d'ingénieurs et d'égoutiers chargés de la déplaisante mais cruciale mission d'entretenir les canalisations. Mais les galeries étaient silencieuses et vides. Les tunnels étaient remplis d'eau stagnante où pataugeaient des coureurs de cryptes. L'eau devint plus profonde. Et c'est alors qu'ils trouvèrent des cadavres atrocement mutilés dont les os avaient été fendus et rongés. Au-dessus de leur tête courait tout un réseau d'énormes conduites de vapeur en bronze gravées de runes khazalides et de symboles plus ésotériques que Toll et ses alliés ne furent pas en mesure de déchiffrer. Les conduites vibraient horriblement, en faisant tomber des nuages de poussière et des torrents d'eau bouillante. L'éclaireur Radgar, un membre de l'équipe de Gueulet, avait travaillé dans une station de pompage dans sa jeunesse, et la seule fois où il avait vu les mécanismes duardins se comporter de la sorte était quand un sabotage avait causé une surpression qui avait entraîné une inondation catastrophique. Toll et Calice écoutèrent son récit avec appréhension. Si l'on voulait transmettre la malédiction du sang réel par l'eau, causer un tel incident était l'idéal. Cette station de pompage était reliée à une dizaine d'autres. D'ici, l'infection pouvait aisément gagner toute la ville.
Le temps jouait contre eux. Soudain, les chiens courants se mirent à tirer encore plus fort sur leurs laisses, leurs mâchoires écumantes. Gueulet adressa un rictus mauvais à Toll. Leur proie n'était pas loin. Ainsi, ils reprirent leur marche, en tentant tant bien que mal d'ignorer le vacarme infernal des machines qui leur vrillaient la tête. Les tunnels du Hardin s'ouvrirent enfin sur une gigantesque caverne. Au centre de la salle se trouvait un vaste lac artificiel, au-dessus duquel était suspendue une sorte de nacelle métallique reliée aux tuyaux qui l'entouraient comme une immense araignée métallique. L'eau du réservoir était écarlate. Calice jura et porta son avant-bras à son nez dans une vaine tentative pour bloquer l'horrible puanteur. Chaque centimètre carré de métal de la caverne était couvert de lambeaux de peau écorchée. Tout le monde eut un haut le cœur et plusieurs coureurs de crypte ne parvinrent pas à réprimer leur envie de vomir. Des organes impossibles à identifier pendaient en guirlandes macabres aux passerelles fixées au plafond, et le sang dégouttait dans l'eau. Ici et là se dressaient des statues primitives représentant un être massif coiffé d'une couronne de chair et d'os. Le sol était jonché d'amphores vides, frappés du cycle du sang réel. Des îlots de chair en décomposition flottaient à la surface du lac. La puanteur était intolérable. Les chiens aboyaient comme des bêtes enragées, les yeux écarquillés de terreur. De toutes les directions vint le son de babillements déments, accompagné du claquement de centaines de pieds nus sur la pierre humide. Une horde de créatures nauséabondes surgit des ténèbres, brandissant des os, des hachoirs rouillés et des poignées d'entrailles putrifiées. Elles étaient vêtues de robes en lambeaux et de pourpoints en cuir, et leurs mâchoires distendues étaient souillées de sang séché. Sur une des conduites se dressait un être plus grand et plus svelte que les autres, qui ne portait pas d'armes, mais dont les griffes étaient aussi longues que des dagues. Ses yeux luisaient dans la pénombre. En voyant Calice, Toll et leurs compagnons, le monarque dépenaillé les pointa du doigt et poussa un hurlement strident. Un flot de propos incohérents jaillit de sa bouche dénuée de lèvres, puis les goules s'élancèrent sur leur proie. Le veilleur Gueulet n'était pas un novice, pas plus que ses soldats. Comme un seul homme, ils épaulèrent leurs arbalètes et visèrent, avant de tirer une salve de carreaux mortels dans l'avalanche de chair blafarde. Les plus forts guerriers de la compagnie s'élancèrent pour affronter l'adversaire avec de longues piques, pour les retenir pendant que leurs camarades rechargeaient avant de tirer une nouvelle volée de carreaux avec une précision héritée d'une longue pratique. Calice ne prit pas la peine de viser. Il ne pouvait pas manquer. Le pistolet cracha une langue de feu en tressautant dans sa main. Le crâne d'une goule explosa en projetant des fragments sanguinolents en tous sens. Un de moins, plus que des centaines. Alors qu'il levait son autre pistolet, on le saisit par l'épaule. « Pas le temps, » dit Hanivertol. « Par ici. » Calice suivit le geste du répurgateur. Lissa était pendue la tête en bas à une section d'échafaudage, menant à la casemate centrale qui dominait la salle. L'aventurière avait noué une corde qu'elle laissa tomber jusqu'à Calice et Toll. « On grimpe » annonça Toll, en s'emparant de la corde de chanvre. « Cette structure, là-haut, est le poste de contrôle de la station de pompage. »
Et Eggman et ses troupes demanda Calice. Ils feront ce qu'il faut. Ils retiendront les ghouls aussi longtemps qu'ils le pourront. Calice hésita. Alors, on les laisse mourir ? Oui, répondit Toll. À moins qu'on ait assez de balles pour chaque manche-chair. Calice, faut-il que je te fasse un calcul pour toi ? Si on ne désactive pas cette station, toute la ville sera infectée. Je suis prêt à sacrifier 1000 vies pour empêcher que ne serait-ce... et ce ne serait pas cher payé. Maintenant, grimpe !» Il tendit la corde à Calice, serrant les dents et essayant d'ignorer les cris de ses camarades. Calice commença à grimper.